Maintenant, nous allons aborder la partie de l'esclavage. Alors, dans la partie de l'esclavage, il y a ce qu'on va distinguer, la traite négrière et l'esclavage coutumier. Avec la traite négrière, on partait avec les esclaves du Calabar. Calabar, c'est au Nigeria. On passait par Mbiameso, Bamenda, Bali, pour arriver ici à Bimbia. Et c'est de Bimbia qu'ils entraient donc dans l'océan Atlantique pour les différentes destinations. Et Bamejida était un très grand marché des esclaves. De ce côté-ci, vous avez ce plancher qui représente en fait la situation, la disposition des esclaves dans le bateau négrier. Vous avez vu, l'autre a ses pieds posés sur la tête de l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, c'était pour les permettre de ne pas fuir. À Bamejida, comme nous l'avions dit, il y a ce qu'on a appelé l'esclavage coutumier et la traite négrière. L'esclavage coutumier, pour être considéré comme esclave coutumier, il fallait commettre des fautes lourdes. Et comme on n'avait pas encore de constitution, et comme on n'avait pas encore des lois et tout ce que vous voulez, il fallait commettre certaines fautes. Et ce n'est pas parce que vous avez commis la faute qu'on va justement dire que vraiment, oui, vous êtes responsable. Il fallait passer par des tests. Et parmi ces tests-là, il y avait le test par aiguille, qui consistait à percer la langue. Si vous dites par exemple, je n'ai pas volé. Alors, on perçait votre langue. Si en perçant votre langue, le sang coule et vous pleurez, ça veut dire que vous mentez. À partir de ce moment-là, vous devenez esclave coutumier. Et il y avait également cette épreuve des courriers. Alors, on mettait donc ces courriers-là au niveau de votre paupière. Si à l'espace de quelques minutes, ça ne tombe pas, ça veut dire que vous dites la vérité. Mais, quand c'était encore plus grave, alors, on creusait un trou. Devant ce trou-là et ce cercle-là, on faisait des incantations et on mettait 2 tortues. Si c'est 2 personnes qui ont par exemple des problèmes de terrain et autres, chacun va formuler ses vœux. Moi, je reconnais que je n'ai pas fait ceci. Moi, l'autre va dire. Alors, au moment où les 2 tortues doivent venir vers le chef, la tortue qui va prendre le côté opposé, ça veut dire que c'est la personne qui était en train de mentir. Et à partir de ce moment-là, vous devenez esclave coutumier. Esclave coutumier, si c'est une femme, elle sera donc servante à la chefesse. Elle peut être servante de la reine et s'occuper des affaires de la reine. Mais si c'est l'homme, il devient serviteur. Il peut même être affecté dans une plantation. Sauf que l'esclave coutumier, à Bamejida, avait la possibilité d'éponger ses années d'esclavage. Il avait même la possibilité d'être galvanisé et d'être récompensé par peut-être des terrains ou encore par des femmes. Après, ça dépendait du comportement que l'on pouvait afficher pendant cette période-là. Ici, vous avez la coupe schématique de la chambre d'un chef. Là, à l'intérieur, vous avez son lit. Et sur son lit, on le lavait. Il y avait l'esclave. Les esclaves qui couraient pour se coucher sous son lit pour que cette eau-là puisse au moins se les purifier. Et vous le savez aussi que quand un roi toussait, il fallait courir pour venir prendre ses crachats et se oindre avec. C'était une source de bénédiction. Et comme en cette période-là, on n'avait pas encore la boussole et toutes les informations ou bien toutes les ingénieries en matière de direction et de mouvement, on pouvait utiliser ces balais-ci pour savoir quelle direction allons-nous prendre. Alors, si après certaines incantations, on met le balai sur cette direction-ci, on n'arrive pas effectivement à ouvrir le balai, ça veut dire que c'est une mauvaise direction. Par contre, si nous prenons cette direction-ci, ça s'ouvre. Ça veut dire que là, c'est une très bonne direction. Et pendant les périodes de guerre, quand la guerre était vraiment fratricide, dure, difficile sur le terrain, alors, il fallait savoir à quel sens se vouer, quelle direction devraient prendre les troupes. On utilisait donc, vous connaissez certainement, ça c'est l'aigle. Il suffirait
de soulever ce bâton-ci plus haut. Et quand ce bâton était soulevé plus haut, l'aigle voyait la direction que l'aigle prenait, c'est la direction que les troupes devaient prendre au fond pour savoir que ça, c'est la bonne direction à prendre pour ne plus retomber dans les pièges de l'ennemi. Maintenant, nous entrons de plein pied dans la traite négrière. Ça, c'est le pied de Tchomale. Tchomale, c'était un habitant de Bamingida. Mais, de par son dynamisme, de par son côté social et sympa, un jour donc, il a été capturé. Vous savez, avec les esclaves, pendant la traite négrière, on ne demandait pas votre avis. Ça pouvait être des razzias. On l'a donc capturé, on l'a amené à Tchonk. La population locale s'est donc rendue compte que leur ami Tchomale a été capturé par les colons. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit Tchomale ne part pas, tout le monde peut partir, mais sauf Tchomale. Ils ont donc entrepris une petite stratégie de guerre. Ils ont cherché une jeune fille qui avait à peine 16 ans et qui avait les seins debout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À 20 mètres, ils ont laissé la jeune fille nue. Et la jeune fille s'est mise à pleurer. Au moment où la jeune fille pleurait, ces gardiens-là sont donc sortis pour voir effectivement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que la jeune fille pleurait? Et à ce moment-là, entre-temps, les guerriers de Bamingida se sont infiltrés et ont retrouvé la chaîne qu'ils ne connaissaient pas encore sur les pieds de Tchomale. En voulant donc détacher la chaîne, c'était tellement difficile qu'ils ont coupé le pied de Tchomale. Ils sont rentrés à faire le pied de Tchomale. Mais un an après, grâce à la médecine traditionnelle, ils ont pu arranger et Tchomale marchait. Et la bonne nouvelle, c'est que Tchomale a encore eu plus d'enfants et plus de femmes. La traite négrière, ça s'est passé de cette façon. Ça, c'est la reconstruction d'un bateau négrier. C'est-à-dire que ça pouvait être ces entraves-ci. Ça, ce sont les entraves au poignet qu'on mettait au niveau des deux mains. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas la possibilité de faire le mouvement ou bien de vous enfuir. C'était naturellement sous forme de rang où on prenait bel et bien la peine de mettre ça au cou et par an, vous n'avez pas la possibilité de vous échapper. On pouvait faire de vous ce qu'on voulait. Et si, au cours du voyage, on se rend compte que vous ne marchez pas vite, alors les maîtres qui étaient là devaient vous châtier avec ceci. Ça, c'était les bâtons pendant les marches. Pendant les marches, justement, si on constate que vous êtes un peu pâle, vous êtes un peu souffrant, on devait vous retirer du bateau et vous jeter dans l'eau. C'est à travers, effectivement, ces tonnes qui étaient remplies d'alcool qu'on venait donc faire cet échange-là. On venait donner de l'alcool et on prenait des esclaves. Ça, c'est un bateau à voile où donc les esclaves étaient embarqués pour prendre la route. Là, nous entrons dans les échanges. Pour parler des échanges, il faut aussi savoir que les cauris ici ont joué un rôle important. Les cauris ont été utilisés autrefois comme les pièces de monnaie, les billets que nous avons aujourd'hui. Et justement, ces pièces-ci que vous voyez ont été collectionnées pour permettre effectivement à cette jeune génération de pouvoir retracer, de pouvoir prendre conscience de cette page sombre de notre histoire. En avançant, vous allez vous en rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui portent encore ces colliers. Ça peut être au cou et même des jeunes filles qui portent ça au rein. Parce que premièrement, c'était un signe de beauté. Mais de par de la rareté des perles, c'était un élément prestigieux qui était porté exclusivement par les rois et par certains notables.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des colliers qui sont un peu grands, qui sont portés par les rois. Et c'était une classe de la notabilité. Là, vous avez les fusils qui étaient aussi objets d'échange. Je vous ai dit, ça pouvait être l'alcool, ça pouvait être le sel, ça pouvait être les fusils et les pipes. Quand on donnait donc ces fusils-là, on pouvait donc prendre cet esclave. Et l'esclave, ce n'était pas n'importe qui. Il fallait que ce soit quelqu'un de trop fort, de trop robuste et quelqu'un qui est très endurant. Vous savez, parcourir des mois et traverser l'océan Atlantique pour arriver et être encore en forme, ce n'était pas donné. Et pendant qu'on faisait les razzias, on utilisait effectivement ces boucliers. Et par ici, les gens, on pose le pied d'un esclave ici, on pose l'autre. Une fois votre pied entré, vous n'avez même plus la possibilité de partir. Vous n'avez même plus la possibilité de vous enfouir. Et là, sur le chapeau colonial, là, c'est lors du règne du roi Tala. Alors, les colons sont arrivés, on a exigé au roi Tala de pouvoir envoyer certains de ces populations en esclavage. Il s'est opposé et aussitôt il a été abattu. La population n'était pas contente. La population a donc régimbé, a lapidé ces blancs-là et a ramassé leurs chapeaux. Ça, ce sont des chapeaux authentiques. Là, ce sont les frises d'esclavage. On mettait ça au niveau de la main. Et les pipes aussi. Les pipes qui étaient en fonction aussi des clans. Parce que le roi, pour fumer, c'était un serviteur qui l'amenait. Et c'est un serviteur qui s'est rassuré que le feu y soit en abondance. Et lors, pendant son crachat, il fallait courir, on bagarrait pour pouvoir prendre ces crachats-là et se oindre. Parce qu'effectivement, c'était signe de bénédiction. Là, c'est une situation que nous avions voulu confronter. Vous allez vous en rendre compte que là, c'est un animal, naturellement, une femelle qui a mis bas. Mais de peur que son petit ne meure, elle le couvre. Alors que ici, vous voyez, vous avez le colon qui avait toujours sa chicotte. Il échangeait effectivement, il échangeait son fusil contre un être humain. Et de ces deux situations, on pose la question à savoir laquelle vous paraît juste. À chacun donc de pouvoir prendre conscience et savoir ce que c'est. Si nous disons en philosophie que l'être humain, c'est la raison, pour reprendre avec René Descartes, que la raison est la chose du monde la mieux partagée, et dit que ce qui différencie l'être humain à l'animal, c'est que l'animal a l'instinct, alors que l'être humain a la raison. Alors, de cette situation, qui a effectivement raison? Qui raison plus que lui? À chacun de trouver la solution. Bamejida, c'est également ce site naturel, touristique et pittoresque. Vous avez cette chute, la chute de Nofugo, c'est à 1,5 km d'ici, où ces cérémonies-là étaient aussi faites. Ça pouvait être des cérémonies de purification des esclaves. Aujourd'hui, c'est un site où les gens partent pour un site touristique, les gens y vont, où nous les promenons également dans le prolongement de l'histoire de ce musée sur la symbolique de ce site-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des cérémonies de purification. Des gens qui avaient leurs arrières, leurs ancêtres qui étaient partis à la traite négrière pour penser à eux et faire des cultes. C'est là-bas, il y a des pierres là-bas où ils partent effectivement faire ces sacrifices-là pour le repos de leurs âmes et leur implorer la bénédiction quand ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés dans la vie. Quand les enfants ne réussissent pas à l'école, quand un enfant étudie, il n'arrive pas à avoir le travail, quand il y a toujours des litiges de terre par ici, par là, c'est là-bas
qu'on part prier. Vous allez voir que c'est la même chose. Dans chaque concession familiale, il y a effectivement ces crânes-là où on repart toujours, où ces pierres, on repart pour prier, pour implorer la présence des ancêtres afin de pouvoir débloquer un certain nombre de situations que l'on traverse. Aujourd'hui, on a une société qui est exclusivement, qui appartient seulement à la descendance des esclaves qu'on appelle les Makas. Et quand effectivement ils sont en train de faire leur rituel, vous n'avez pas le droit d'y participer si vous n'en faites pas partie. Encore pire, les femmes enceintes. Parce que si une femme enceinte passe par là, alors elle pourra subir des conséquences très fratricides. Ici, nous avons voulu matérialiser par ce tableau le côté très négatif de l'esclavage, de la traite négrière. C'est de cette façon aussi que ces jeunes qui étaient pris en esclavage étaient entachés avec les chaînes et n'avaient donc plus la force de pouvoir s'échapper. Là, vous avez ces grandes figures qui ont lutté pour l'abolition de la traite négrière, les René Maran, Franck Fanon, vous en connaissez mieux que moi. Alors, il est donc question pour nous, à la fin de cette visite, de pouvoir faire une différence entre la traite négrière et l'esclavage coutumier. Nous l'avions dit plus haut, avec l'esclavage coutumier, tu avais la possibilité d'avoir une femme. Avec l'esclavage coutumier, tu avais la possibilité d'éponger tes années et même d'être récompensé. Ça pouvait être par une femme ou bien par des portions de terrain ou bien même intronisé comme un notable à la cour.